Ouverture ce matin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. À l'occasion, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle du président de la dite institution. Signature d'un accord aérien révisé entre la République du Bénin et notre pays. C'était à Cotonou lors d'un déplacement du ministre des Transports de la capitale béninoise. Journée d'échange organisée par la Halcia à l'intention des opérateurs économiques de notre pays, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la série d'informations et de sensibilisation des acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption au Niger. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu cet après-midi avec le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest du secrétaire général de l'ONU, Saïd Djinnit, à sa sortie d'audience. J'ai été reçu par M. le Président de la République, à qui j'ai fait état des efforts en cours pour la mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies sur le Sahel. Vous vous rappelez que dans le prolongement de la visite de haut niveau présidée par le secrétaire général dans le Sahel, y compris au Niger, les Nations Unies ont mis en place un dispositif pour refléter dans les activités au quotidien des différentes équipes des Nations Unies la stratégie et l'impulsion que la stratégie des Nations Unies a apportée en aide et en assistance aux pays de la région. Donc j'ai fait état de ces efforts au niveau des Nations Unies, Monsieur le Président de la République. Nous avons saisi l'occasion pour faire un tour d'horizon sur la situation dans le Sahel et j'ai bénéficié des conseils avisés du Président qui joue un rôle important dans tous les efforts visant à mobiliser la communauté internationale en faveur du Sahel et en particulier à l'issue des récentes consultations au niveau du sommet du G5 à Nouakchott. Et le président Issoufou joue un rôle important dans tout ce qui se passe pour la mobilisation de l'intérêt pour le Sahel et en particulier pour le pays du Niger. J'ai encore une fois réitéré la disponibilité, la disposition des Nations Unies pour continuer à appuyer le Niger dans des politiques très sages qui sont mises en œuvre par le gouvernement du Niger et que nous sommes satisfaits de la collaboration qui existe entre les Nations Unies et les responsables gouvernementaux de ce pays. Et nous croyons beaucoup aux capacités de ce pays à faire la différence dans la région. Et nous voulons que l'exemple de ce pays, en particulier l'initiative importante qui est prise par le Niger sur les 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, nous pensons que c'est une initiative fondatrice pour venir à bout de la vulnérabilité des populations dans le Sahel et au-delà dans la région. Donc nous sommes fiers de ce qui se passe dans ce pays et nous sommes venus encore une fois réitérer notre engagement en faveur du Niger et au-delà du Sahel dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies. Et nous travaillons la main dans la main avec l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Union africaine, la CEDEAO et toutes les institutions pour que les stratégies soient mises en œuvre effectivement en concertation avec les pays de la région et les gouvernements de la région pour qu'ensemble nous fassions plus, mieux et que nous agissions vite et que nous restons le temps qu'il faut aux côtés du Sahel pour faire la différence et pour changer le cours des événements dans le Sahel. Ouverture ce matin à Niamey de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a prononcé un discours à l'ouverture des travaux de cette session. Le commentaire de Mahmoud Idrissa Maïga et Salif Karwa. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a tout d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue aux différentes délégations venues des républiques du Togo, du Burkina Faso et du Mali, pour la marque d'intérêt à l'endroit du Parlement et du peuple nigérien. Le président de l'Assemblée a consacré d'ailleurs une très large partie de son discours à magnifier les relations d'amitié, de fraternité et de solidarité qui lient chacun de ces pays au Niger. Permettez-moi de signaler la présence parmi nous des délégations des parlements amis venus nous soutenir et impulser davantage la nouvelle dynamique que nous voulons ensemble imprimer à la diplomatie parlementaire
en vue de consolider l'unité et l'intégration de notre sous-région et de l'Afrique. Il s'agit de la délégation de l'Assemblée nationale togolaise, conduite par son premier vice-président, le Dr Classou Komi Selom. Monsieur le vice-président, qu'il me soit tout d'abord permis de vous remercier, et avec vous tous les parlementaires togolais, pour l'accueil fraternel marqué du sceau de l'amitié sincère et profonde que votre Parlement a réservé à la délégation parlementaire de notre pays à l'occasion de l'installation solennelle de la nouvelle législature de votre Assemblée en octobre passé. En second lieu, nous avons la délégation de l'Assemblée nationale du Mali, conduite par son deuxième vice-président, M. Amadou Thiam. La situation que vous avez vécue chez vous, nous l'avons partagée dans nos âmes comme dans nos chairs, car au-delà des lois sacrées dictées par la solidarité de voisinage, nos deux peuples, depuis la nuit des temps, partagent la même histoire. Monsieur le vice-président, nous avons été solidaires, aussi parce que les destins de nos deux peuples sont liés, indissociablement liés par la géographie d'abord, par les défis qui se posent à nos deux pays de façon identique ensuite. En tout état de cause et en vérité, en contribuant à renforcer la paix au Mali, nous protégeons en même temps le Niger. C'est pour dire autrement que tout ce qui nuit au Mali constitue à terme une menace réelle pour le Niger. Le peuple nigérien le sait. Bienvenue donc à Niamey, Monsieur le Vice-président, à vous-même et à nos frères députés du Mali qui vous accompagnent. En troisième lieu, nous avons la délégation de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, conduite par son deuxième vice-président, M. Gilbert Noël Ouedraogo. Le récent règlement de la délimitation des frontières, voulu par nos deux États, et qui intervient sur leur propre demande par une saisine concertée de la Cour compétente en la matière, en constitue l'un des exemples les plus actuels. La voie de la sagesse, privilégiée ainsi par nos deux exécutifs, ne fera donc que consolider davantage les relations historiques qui unissent le Niger et le pays des hommes intègres. C'est le lieu de saluer la clairvoyance de nos deux chefs d'État, son Excellence Issou Mahamadou et son Excellence Blaise Compaoré, appuyés dans ce sens par des populations qui ont toujours tout partagé dans une exemplaire coexistence pacifique. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a salué le comportement exemplaire des parlements nigériens, des députés nationaux qui n'ont jamais failli, a-t-il déclaré, et qui ont toujours joué pleinement leur mission. Honorables députés, mesdames et messieurs, distingués invités, l'Assemblée nationale, au cours de cette session, s'emploiera à édicter de nouvelles lois. C'est donc à cette tâche que nous allons nous atteler au cours de la présente session, appelée session des lois. Par conséquent, durant les 3 mois qui vont suivre au sein de cet hémicycle, la représentation nationale est appelée à examiner pour l'adoption les projets de loi comme les ratifications des conventions qui lui ont été soumises par le gouvernement. Elle examinera aussi les propositions de loi émanant de sa propre initiative. C'est l'occasion pour chacun de nous, honorables collègues, de nous imposer une discipline rigoureuse afin d'examiner avec minutie et objectivité les textes à l'ordre du jour, car c'est une rigueur sourcilleuse dans la conviction des lois qu'attend de nous le peuple nigérien. Au demeurant, sur ce point, je puis dire non sans fierté que la représentation nationale jusqu'ici n'a pas failli à son devoir. 39 textes nous sont soumis dans tous les domaines de la vie économique et sociale de notre pays. Et sans doute, attendons-nous à ce que l'exécutif nous transmette de nouveaux projets pendant la session. C'est pourquoi j'appelle à votre devoir d'assiduité, de ponctualité, afin que puisse s'accomplir dans de bonnes et fructueuses conditions le traitement complet de notre ordre du jour. Au cours de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, dite session des lois, le gouvernement soumettra sans nul doute des projets de loi visant à améliorer le fonctionnement de l'appareil de l'État et de l'administration publique. Le peuple compte ainsi sur les députés nationaux pour toujours faire prévaloir l'intérêt général de la nation.
La cérémonie d'ouverture de cette session a été également marquée par plusieurs allocutions prononcées par les différentes délégations venues pour la circonstance. Le résumé avec Mahmoudou Idrissa Maïga et Salif Garba. Cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 a vu la participation de plusieurs délégations venues des pays amis et frères du Niger, en dehors des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ainsi que les invités de marque. Il s'agit de la délégation togolaise, burkinabé et malienne, conduite respectivement par les vice-présidents de leur parlement. Tous ont salué et réitéré les relations fraternelles qui existent entre les pays dans le cadre de la diplomatie parlementaire, des relations interculturelles et le brassage entre les différentes nations. Tous ont souhaité également voir les parlements africains faire de l'intégration régionale une réalité à travers la diplomatie parlementaire. Il me plaît de souligner que l'une des preuves de l'excellence des relations entre nos deux pays est, comme venait de le dire mon chef, je veux dire le président de l'Assemblée nationale du Niger, la preuve de l'excellence des relations est la présence de nombreux Nigériens au Togo, non seulement à Lomé, mais dans plusieurs autres villes du pays. Ils sont respectueux des lois de leur pays d'accueil. De surcroît, ils sont parfaitement intégrés au point que la plupart des Togolais savent dire « Medira lahialo ». Même dans les villages, Medira lahialo, tout le monde le dit. À force d'entendre cette salutation de la part des commerçants ambulants nigériens qui, par cette technique de proximité, savent dompter leurs clients. Il est aisé de constater que, quand bien même le Niger et le Togo n'ont pas de frontières directes, notre pays, le Niger, compte parmi les nations de notre sous-région qui accueillent un des plus grands contingents d'expatriés togolais. Nous voudrons ici et maintenant remercier son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, pour sa fermeté dans les prises de décision relatives à la gestion de la crise malienne et pour son implication remarquable à la résolution de cette crise. Les soldats nigériens tombés au front sont morts pour le Mali et le Mali leur sera éternellement reconnaissant. C'est aussi le lieu de leur rendre hommage et prier pour le repos éternel de leurs âmes et que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. Je me réjouis de cette opportunité que m'offre la présente rentrée parlementaire pour saluer l'excellence des relations entre le Burkina Faso et le Niger qui, comme l'a dit tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, s'est dernièrement traduite par une mission conjointe en vue du bornage de la frontière Burkina Faso-Niger, conformément à l'arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye. Ce bornage, loin d'être une barrière entre les populations, est une marque de souveraineté qui est l'une des trois notions qui définissent un État. En rappel, la longueur de notre frontière commune constitue autant de points de contact entre nos populations qui vivent les mêmes réalités et souvent les mêmes traditions et les mêmes cultures. Je pense qu'ici, on dit Matarango et on répond Banisamay Walla. Matufu, Matzankay, Banisamay. Dans les différentes allocutions, que ce soit celle du vice-président togolais, burkinabé ou malien, tous sont revenus sur la question de la sécurité, de la paix et du développement. La situation malienne ou encore la crise centrafricaine et les nombreux foyers de tension à travers le continent ont été évoqués. Les parlementaires se sont appelés à tirer les leçons et à veiller sur les peuples dont ils sont les représentants pour que de telles atrocités ne puissent plus se produire sur le continent.
Audience cet après-midi au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Brigitte Raffini s'est entretenue avec Ali Omar Al-Mokhtar, président directeur général de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BICIC. Les activités de la banque et l'élargissement de ses domaines d'intervention au Niger étaient au centre de leur entretien. Nous sommes la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, la banque de la communauté SINSAT sahélo-saharienne. Notre objectif toujours à réaliser vraiment et encourager le développement de les pays membres. Le Niger est un pays actionnaire à la banque et membre très actif de la communauté. Et nous avons donné des idées sur l'activité de la banque à son Excellence, le Premier ministre. Et nous avons vraiment leur donné des idées sur notre stratégie qui sera basée sur le développement. Et nous avons leur donné des idées en détail sur l'activité de notre filiale au Niger, BICIC Niger, qui participe de l'économie nigériane et qui fait beaucoup de projets très importants. Et nous sommes en train d'élargir très grand ici au Niger. Donc nous avons maintenant 14 agences et on va continuer vraiment d'agrandir notre volume ici de travail. Et par conséquent, on participe de l'augmentation du pourcentage de bancarisation et de vraiment participer dans la stabilité et de la zone de SINSAT. Et puis, suite au discours solennel du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, Hama Amadou avait affirmé qu'il était victime d'une tentative d'assassinat. Le ministre de l'Intérieur, Hassoum Massaoudou, répond immédiatement à ces propos. Il publie les résultats provisoires de l'enquête sur l'attaque au domicile du président de l'Assemblée nationale. Hassoum Massaoudou rappelle également les préoccupations du gouvernement de la 7e République. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous imaginez bien pourquoi je souhaitais communiquer avec vous. Nous avons été surpris par les propos de M. Hama Amadou à l'occasion, je crois que vous l'avez suivi, à l'occasion de son discours solennel d'ouverture de la session de l'Assemblée nationale. M. Hama Amadou, dans un discours officiel ce matin, a insinué qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par ses adversaires politiques. Et il a dit que cela traduit les nouvelles mœurs politiques dans notre pays, c'est-à-dire une nouvelle tradition d'assassinat. C'est cela qu'il a insinué, qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Nous ne pouvons pas ne pas immédiatement réagir face à de tels propos, dans un cadre aussi solennel. Et c'est pour ça que je voudrais, je ne l'avais pas prévu, bien entendu, j'attendais que les choses se passent normalement et qu'en temps opportun, les conclusions soient données. Mais nous ne pouvons pas, face au caractère outrancier de ces propos, ne pas réagir immédiatement. Donc c'est ainsi que j'affirme qu'au stade actuel de l'enquête, les premières conclusions nous permettent d'affirmer ceci. Premièrement, qu'il n'y a pas eu d'attentat à la vie de la personne de M. Hama Amadou. Mais la raison est simple, c'est qu'il n'était même pas là. Je crois que tout le monde a vu. Il a voyagé. Il n'était pas sur le territoire nigérien. Il faut bien être là pour qu'il y ait une tentative d'assassinat sur votre personne. Ça, c'est le premièrement. Donc, son départ a été filmé et heureusement, tout le monde a vu. Même si nous, on est des amateurs, on regarde quand même la télévision et on a vu M. Hama Amadou partir, comme l'ensemble des Nigériens. Donc, par conséquent, nous ne pouvions pas tenter de l'assassiner pendant qu'il était absent, sauf si on l'a fait en territoire étranger.
Deuxièmement, je peux aussi affirmer, au stade actuel de l'enquête, qu'il n'y a pas eu d'attaque sur son domicile. Et je peux aussi affirmer que tout laisse croire qu'il s'agit d'un montage grossier et grotesque qu'il avait par ailleurs lui-même annoncé lors d'un meeting avant son départ la veille. Le montage est grossier et grotesque, on peut déjà l'affirmer. Mais l'enquête continue. Elle continue au Niger et elle continue à l'étranger. Nous allons envoyer certaines pièces à l'étranger pour l'évolution de l'enquête. Au moment opportun, quand tous les éléments seront rassemblés, les services compétents vont éclairer l'opinion sur ce qui s'est exactement passé et totalement. Mais ce que je viens de dire, c'est déjà des premières conclusions de l'enquête à son état actuel. Un, il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ça c'est évident, alors qu'il parle d'assassinat et de nouvelles mœurs politiques. Deuxièmement, son domicile n'a pas fait l'objet d'une attaque. Nous répondrons, les services compétents répondront en temps important sur l'évolution de l'enquête. Cela est un montage grossier et grotesque. Je peux l'affirmer à l'aise. Donc, voilà un pays qui vit en paix, dont les institutions démocratiques fonctionnent normalement, avec un certain nombre de menaces auxquelles fait face le gouvernement. Les menaces, les vraies menaces sur lesquelles travaille le gouvernement et avec lesquelles il le travaille avec succès, ce sont les menaces sécuritaires, les menaces du terrorisme. Nous faisons face avec abnégation, courage et succès. Le président de la République a eu la clairvoyance d'anticiper des événements. Et je crois que le monde entier et le peuple nigérien nous le reconnaissent. Les menaces d'insécurité quotidiennes, et vous savez très bien ce que fait le gouvernement, les moyens accrus qu'on a donnés aux forces de défense et de sécurité, à l'armée, à la gendarmerie, à la garde nationale, à la police nationale, pour qu'aujourd'hui les Nigériens vivent en paix, partout dans le pays. Les patrouilles qu'il y a, nous avons 400 véhicules qui tournent en dehors de l'armée, en dehors des forces statiques, en dehors de l'armée qui patrouille. Nous avons 400 véhicules qui tournent jour et nuit pour faire face aux préoccupations de sécurité quotidiennes des Nigériens, dans un environnement fortement troublé. Et nous apparaissons, comme par miracle, comme un pays singulier. Première menace auquel nous faisons face avec succès. Deuxième préoccupation du gouvernement, c'est la préoccupation par rapport, si on peut l'appeler ainsi, aux problèmes climatiques. La nourriture. Faire en sorte que les Nigériens ne meurent pas de faim. Tous les jours. Nous faisons face à cela à chaque fois qu'il y a une mauvaise saison, et même quand il y a une bonne saison, à ces questions-là. Et le gouvernement y fait face avec succès. Tournez dans le pays et vous allez vous en rendre compte. Et nous en sommes fiers. Troisième chose, c'est que nous essayons aussi, le gouvernement se bat pour mobiliser les ressources. Les ressources sont aujourd'hui mobilisées pour mettre en place les infrastructures de base qui permettent le développement. Il s'agit des routes, il s'agit du chemin de fer, il s'agit de faire face aux problèmes de l'énergie de demain. Voilà les grandes infrastructures, les facteurs, faire en sorte que les facteurs de production, les coûts des facteurs de production baissent, c'est ça les leviers du développement. Donc voilà les trois axes sur lesquels travaille le gouvernement avec succès. Et M. Mamadou veut divertir les gens. Il veut nous divertir, il veut divertir la communauté internationale, distraire la communauté internationale et divertir les Nigériens. Et amener le gouvernement à se préoccuper de ce genre de questions, de fausses questions. Il ne nous divertira pas. Je voudrais dire et vous rappeler qu'après avoir, si vous écoutez, ceux qui sont à Niamey, ceux qui écoutent, ils s'intéressent à ces activités. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Après avoir, dans ces meetings dans les quartiers de Niamey, fait appel à la haine ethnique, vous le savez, les gens l'ont entendu, je le répète, fait appeler les jeunes de Niamey à la violence, on l'a entendu, en demandant aux jeunes comment lui on peut l'insulter à Niamey et que les jeunes restent tranquilles. Un appel à la violence ouvert. Après avoir appelé ouvertement
à l'interruption du mandat démocratique régulier. Voilà que Hama invente cette histoire d'assassinat. Cela n'est pas dans nos mœurs, cela n'est pas dans notre culture, cela n'est pas dans notre imaginaire, cela n'est pas dans nos habitudes. Demain, je ne sais pas ce qu'il inventera, mais cela suffit. Vous savez, il y a un adage qui dit que tout ce qui est excessif est insignifiant. Heureusement que cela a été accueilli ainsi. Quand il y a eu l'événement, ils ont fait beaucoup de bruit, les Nigériens ont souri. C'est pour ça qu'ils relancent ça aujourd'hui. Je suis convaincu que les Nigériens vont encore sourire. Parce que c'est de la diversion grotesque. Tout ce qui est excessif est effectivement insignifiant. Et je veux finir par dire que les prophéties apocalyptiques pour le Niger de M. Hama Amadou ne se réaliseront pas, Inch'Allah. Son imaginaire grouille de projets d'assassinat. Personne ne le suivra. Il est en dehors de notre éthique. Il est en dehors de la culture de notre peuple. Inch'Allah, ces prophéties ne passeront pas. Voilà ce que je peux vous dire de manière liminaire. Et c'est notre réaction face à ces propos outranciers qui choquent. Mais nous ne nous laisserons pas divertir. Nous n'allons même pas le suivre dans ce débat. Nous attendons les conclusions définitives de l'enquête, puisqu'il faut le faire aussi à l'étranger. Et les services compétents donneront les conclusions définitives. Mais ce que j'ai affirmé, on peut déjà l'affirmer maintenant. 1, pas de tentative d'assassinat. 2, pas d'attaque de chez lui. 3, montage grossier et grotesque. Personne n'est dupe. Cela suffit, sincèrement. Il disait que les Nigériens étaient fatigués. Effectivement, les Nigériens sont fatigués de ce genre, de ce comportement égocentrique qui veut ramener l'ensemble du pays à sa personne. Le pays fonctionne, a fonctionné sans lui, marche sans lui et marchera sans lui. Et nul n'est indispensable. Le Niger continuera à avancer, Inch'Allah, dans la paix, dans la sérénité. Nous allons envoyer des pièces, notamment dans des laboratoires plus sophistiqués que le laboratoire que nous avons ici, la scientifique de la police nationale, notamment en France. Nous allons faire appel pour élucider certains aspects à des partenaires étrangers, notamment à la France, aux États-Unis, etc. Donc voilà un peu, pour qu'on ne dise pas c'est transparent, on va le faire dans les règles de l'art. Bien que cela nous fasse perdre du temps, on le sait déjà. Déjà les premiers éléments de l'enquête permettent de conclure. Mais on veut être totalement sûr de conclure à ce que j'ai dit. Voilà. Monsieur le ministre, juste une question. Oui. Le garde du corps de la deuxième femme de Hamamadou a été arrêté pour avoir fait quelques coups de feu dans un quartier de Niamey. Est-ce qu'il y a une corrélation quelque part relativement au résultat provisoire que vous avez donné des années? Non, apparemment. Non, apparemment non. Apparemment non. Pour le moment, je ne vois pas de lien entre ces deux événements. Bon, maintenant, les gens, les gardes-corps autour de lui se mettent à tirer, c'est toujours quand même quelque chose de bizarre. Mais enfin, cela, nous l'avons, il a été interpellé, c'est un policier qui a tiré en public. En soi, il faut nécessairement, quel que soit, mais vous le faites, la police va évidemment vous interpeller et vous interroger, cela est évident. Maintenant, je ne fais pas de lien a priori avec les événements qui nous ont servi. Suite de cette édition, en route pour Zender et Difa, après Dosso, le lundi dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports et l'hôte de la région de Maradi, sur place, Abdelkarim Damalam, a effectué des visites et a présidé une rencontre avec les jeunes venus nombreux pour écouter son message à leur endroit. Maman Oumarou et Adin Al-Galas. À l'entrée de la ville de Maradi, la délégation ministérielle a été accueillie par le gouverneur Abdou Maman, entouré de ses plus proches collaborateurs, les responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que plusieurs directeurs régionaux, ainsi que le représentant du sultan de Katsina. Dans la région de Maradi, le ministre Abdelkarim Damalan, en compagnie du gouverneur et du président du conseil régional, a entamé ses visites à Tibiri-Gobir où 2 jeunes, une fille et un garçon, avec l'appui du ministère de la Jeunesse, s'adonnent avec succès à l'embouche bovine. Le ministre a été ravi de constater que l'investissement du département ministériel qu'il dirige est une bonne chose pour ces jeunes gens qui aujourd'hui ont réussi dans cette activité qui leur procure emploi et gains assez suffisants pour ne pas en chercher ailleurs. Aussi ont-ils été encouragés par le ministre qui leur a demandé de maintenir le cap et servir d'exemple à beaucoup de jeunes oisifs et à la recherche du gain facile. Sur un autre terrain, celui du centre socio-économique des jeunes de Maradi,
Le ministre Abdelkarim Damalan, après une visite des locaux, s'est réjoui de trouver sur place 42 jeunes femmes et filles qui apprennent la couture, le tricotage et la teinture. Le centre réhabilité par le ministère de la Jeunesse et des Sports en 2013 est en plein régime à la grande satisfaction du ministre et au grand bonheur des usagers. Les usagers, ce sont les jeunes qui, au cours de la rencontre avec le ministre, vont apprendre que le gouvernement a mis à leur disposition des fonds disponibles au trésor de Maradi et qu'ils peuvent les utiliser. Suffit-il tout simplement de se constituer un groupement d'intérêt économique? Nous sommes en train de créer les conditions pour que vous n'ayez plus besoin d'aller en exode, que vous n'ayez plus besoin d'aller dans les grandes villes. Aujourd'hui, Maradi est une grande ville. Il suffit de vous donner les accompagnements nécessaires et le gouvernement de la 7e République est prêt à vous donner cet accompagnement. Et vous savez, le gouvernement de la 7e République est un gouvernement de transparence. Tout ce que nous le faisons le jour, pas la nuit. Donc, nous avons décidé de mettre à Maradi des projets pour la jeunesse, pour un total global de 22 30 934 000 francs CFA qui sont immédiatement disponibles au trésor de Maradi. Le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, s'est félicité de l'intérêt que les autorités de la 7e République portent au bien-être des populations nigériennes en général et en particulier de la jeunesse. La jeunesse de Maradi, par la voix de son président, a remercié le président de la République pour tous les efforts déployés en leur faveur et a pris l'engagement de s'inscrire dans la dynamique du programme de renaissance pour le Niger. Le ministre Abdelkarim Damalam a rendu une visite de courtoisie au sultan de Katsina et du Gobir, respectivement Ali Zaki et Abdou Bala Marafa. Aux deux honorables, le ministre a d'abord transmis les salutations du président de la République et du chef du gouvernement avant de leur demander de continuer à œuvrer pour le développement de notre pays. Je l'annonçais en titre, le ministre des Transports Saleh Seydou était du 23 au 27 février dernier à Cotonou au Bénin où il a procédé à la signature d'un accord aérien révisé entre la République du Niger et la République du Bénin. Le ministre était accompagné du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et du directeur des transports terrestres résumé, Baka Hadjar. La présente cérémonie qui consacre la signature de ce nouvel accord aérien se justifie par la volonté manifeste des chefs d'État des deux pays, à savoir Issoufou Mahamadou du Niger et le Dr Bouniaï du Bénin. Il a pour objectif de renforcer et de consolider les relations de coopération, d'amitié et de fraternité qui existent déjà entre nos deux pays. Un accord qui entend également promouvoir le développement du transport aérien des pays respectifs dans le strict respect des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le secteur de transport constitue un axe prioritaire dans nos programmes de développement. C'est ça à ce titre. Dans le cadre du programme de renaissance de son excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, des actions sont mises en œuvre par notre département ministériel allant de la réalisation de la modernisation de l'aéroport international de Niamey de Niamey à la mise en œuvre OACI des aéroports de Zender et d'Agadez en vue de fournir de meilleures infrastructures aéroportières aux entreprises de transport aérien. Aussi, permettez-moi de vous informer que sur instruction des chefs d'État de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger et de la République du Mali, les ministres en charge de l'aviation civile se sont réunis les 25, 26, 27 janvier 2014 à l'effet d'asseoir les actions pratiques relatives à la création d'une compagnie aérienne commune ouverte aux différents pays de la sous-région. Nous espérons, Excellence, Monsieur le ministre, que très prochainement, la République du Bénin puisse rejoindre ce nouveau gouvernement.
Cette proposition hautement appréciée par le ministre béninois des Travaux publics et des Transports, car elle contribuera encore plus à l'intégration économique des États membres à l'image de cet accord, a-t-il indiqué. L'acte de ce jour s'inscrit dans une relation aérienne longuement mûrie qui va permettre à nos sœurs et frères du Niger d'utiliser l'aéroport international Cardinal Bernardin Kanté de Cotonou, Kadiaoum, qui est un aéroport très équipé en appareils de sûreté et doté d'un système de vidéosurveillance efficace pour leur business. Le Bénin et le Niger bénéficieront à coup sûr de l'harmonisation des relations aériennes au sein des deux organisations de l'Afrique de l'Ouest dans lesquelles ils sont membres fondateurs. Monsieur le ministre, cet accord reste un instrument privilégié qui va booster nos relations économiques qu'il faudrait nécessairement soutenir dans le contexte actuel de mondialisation. Notez que cet accord est conforme à la décision de Yamoussoukro, entérinée en juillet 2000 par le sommet des chefs d'État de l'OUA. En marge de cette signature, le ministre des Transports, Saleh Seydou, a effectué une série de visites. La première visite, le ministre l'a effectuée au Centre national de la sécurité routière du Bénin, d'établissement public à caractère administratif et social, créé en 1987 avec une autonomie financière, est devenu aujourd'hui le principal instrument de l'étude de formation, d'information, de sensibilisation et de contrôle routier. Après la brillante présentation des responsables du centre, le ministre a visité le service de contrôle des phares, le service de contrôle technique auto, le service de contrôle de vitesse et de l'alcotest doté de 2 radars et enfin le service de contrôle des véhicules gros porteurs. La délégation nigérienne s'est ensuite rendue à la société JEB Afrique, une société qui œuvre depuis 26 ans déjà dans la sécurisation des documents de transport, notamment la carte d'identité nationale, le passeport, les quittances, etc., mais aussi et surtout la vidéosurveillance au niveau des installations aéroportières. À ce niveau, les explications données à la délégation nigérienne ont été d'un apport très important dans le cadre des documents de transport au Niger, notamment le permis de conduire, la rénovation de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey et la mise aux normes des aéroports de Zender et d'Agadez. L'Institut national de documentation, de recherche et d'animation pédagogique INDRAP a fêté aujourd'hui ses 40 ans d'existence. À cette occasion, une journée porte ouverte a été organisée pour mieux faire découvrir cet important instrument du système éducatif nigérien. C'est la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique qui a présidé cette cérémonie. Compte rendu, Sekinat Abdou. Cette journée porte ouverte organisée par la directrice générale de l'INDRAP s'inscrit dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de l'Institut national de documentation, de recherche et d'animation pédagogique INDRAP, un instrument qui joue un rôle important dans le système éducatif nigérien par le biais de leur écrit et leur émission La Voix de l'enseignement. L'Institut dont nous commémorons aujourd'hui le 40e anniversaire est créé par la loi numéro 74 du 4 mars 1974. À son article 2, cette loi stipule que l'INDRAP est chargé de la recherche, de l'adaptation des méthodes, procédés et moyens pédagogiques en vue de l'amélioration qualitative du système éducatif nigérien. Depuis 2012, grâce à une assistante soutenue de Madame la ministre de l'Enseignement primaire et des autorités de la 7e République, l'Institut est en train de se relever, avec comme exemple le rehaussement de la subvention qui est passé de 63 millions à 70 millions en 2013 et à 200 millions de francs CFA en 2014. Trouvez ici, Madame la ministre, toute notre gratitude. Après plusieurs témoignages des anciens directeurs généraux de l'INDRAP et autres cadres, notamment de cette prestigieuse institution, la ministre de l'Enseignement primaire a salué le rôle combien important de ce joyau nigérien. Présenté comme un outil d'enracinement des apprenants dans la culture et les valeurs de la société nigérienne, l'INDRAP s'est efficacement acquitté de toutes les missions de formation d'enseignants, d'encadreurs,
de recyclage des formateurs des génies, de la formation à distance à travers la fameuse émission Voix de l'enseignement et l'élaboration des manuels scolaires. L'INDRAP a été le maître d'œuvre de la rénovation et de l'amélioration de la qualité du système éducatif à travers la production des supports didactiques divers qui sont en usage dans l'ensemble des écoles nigériennes au niveau du cycle primaire. À titre illustratif, en 2000, l'INDRAP a déposé 119 titres au Bureau national des droits d'auteur. L'expertise de l'INDRAP en matière d'édition et de traduction et d'enseignement bilingue en fait un partenaire incontournable dans le système éducatif. Une visite guidée a permis aux nombreux visiteurs de découvrir davantage l'INDRAP, une institution qui a 40 ans d'expérience au service de l'école nigérienne. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées poursuit sa série d'informations et de sensibilisation des acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption. À cet effet, la HALCIA a organisé ce matin une journée d'échange à l'intention des opérateurs économiques de notre pays. C'était sous la présidence du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Issoufou Suleiman et Mariam Dakou. Cette rencontre d'échange et d'information avec la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, initiée par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA, s'inscrit dans le cadre du processus de concertation et de sensibilisation des acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption. Selon le vice-président de la Chambre du commerce, cette rencontre qui témoigne de la volonté ferme de son institution et de la haute autorité de lutte contre la corruption à combattre ce fléau vient à point nommé. C'est ainsi qu'il a incité la HALCIA à élargir cette session d'échange aux autres structures organisées. Le vice-président de la HALCIA, quant à lui, a situé les objectifs assignés à cette rencontre d'information. La corruption détruit la base de la vie économique et constitue une distorsion de la compétitivité. Il est alors important d'insister sur la nécessité de prévenir ces crimes qui profitent à une minorité au détriment de toute la société. Le message de la HALCIA à l'endroit des opérateurs économiques du Niger est tout simple. La prévention et la lutte contre la corruption restent un défi majeur à relever par tous. Les efforts du gouvernement doivent être couplés à l'engagement individuel et collectif à renoncer à la corruption en exerçant une alliance solidaire et soutenue. Je sais que le respect de l'éthique est devenu un souci majeur pour vous et je sais également que plus que jamais les hommes d'affaires nigériens ont à cœur d'asseoir leur crédibilité. Dès lors, je fonde l'espoir que les discussions que nous allons mener avec les acteurs du milieu des affaires vont susciter plus de réflexion et des actions en vue de contrer la corruption au Niger. Le ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé a pour sa part salué cette initiative de la HALCIA ayant regroupé le monde des affaires pour aborder la problématique de la lutte contre la corruption. Au regard des missions cardinales assignées à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger et de la volonté politique maintes fois réaffirmée par les plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles leur Excellence, M. Issoufou Mamadou, président de la République, et Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé ne peut que souscrire et accompagner cette campagne d'information et d'échange initiée par la HALCIA. Nous restons également attentifs à toutes les recommandations ou suggestions qui sortiront de vos échanges